Je vais commencer d'abord par introduire une de mes amies chères, j'aime beaucoup. C'est Françoise Boucher-Saunier, qui est docteur en droit, magistrate, directrice juridique de Médecins sans frontières depuis des années. Et elle parcourt le monde, surtout dans les endroits impossibles, là où il y a la guerre, là où il y a des désordres, pour maintenir les droits de l'homme, pour maintenir l'égalité, pour maintenir la justice. Elle va sur le terrain, elle est admirable. Que je vous dise, elle a eu cette année, je crois, le prix Henri Dunant. Ouais. Le prix qui allie le droit et le terrain. Je pense que pas grand monde digne de recevoir ce prix. Comme je vous dis, c'est une femme exceptionnelle et elle est humble. Elle est couverte de diplômes. Ça m'est égal qu'elle rougisse. C'est une femme d'action. Je l'ai connue à Médecins sans frontières, où elle continue à essayer d'éduquer, de dresser ces guerriers-là. Elle a du mal. On la voit au Yémen, on la voit en Libye, on la voit dans les pays qui sont ignorés du Club Med, quoi, on va dire ça comme ça. Elle a écrit un titre, il faut que je me rappelle, avec Frédéric Lafont, « Maudits soient les yeux qui se ferment », à propos du génocide du Rwanda. Et donc, elle dit, restez vigilants, il va de votre humanité. Je vais lui laisser la parole, elle nous fait l'honneur, l'immense honneur et l'amitié de venir ici. Croyez-moi, c'est un moment rare, profitez-en. Merci. Merci à vous. C'est vraiment une question de joie de pouvoir partager l'énergie qu'on a. On l'a toujours de par les liens qu'on entretient les uns avec les autres. C'est ça qui nous permet de traverser les moments terribles en restant humains, c'est-à-dire reliés les uns aux autres, en se disant que c'est sûrement pas nous qui avons vécu ça pour la première fois. Et l'histoire de l'humanité, c'est de rester, voilà, de puiser dans ces liens qui nous unissent le meilleur et pas le pire. Donc après avoir dit ça, c'est vraiment une joie de transmettre, enfin d'être avec vous qui êtes des transmetteurs pour je ne sais pas quoi vous dire. Il y aurait des tas de choses, mais je pense que vous savez déjà beaucoup de choses, donc c'est plus partager avec vous. Pas seulement des convictions, parce que ça, chacun a les siennes, mais des choses qui marchent. Parce que c'est pas seulement que je suis courageuse, c'est qu'en fait, si je suis restée, je crois que j'ai rejoint MSF en 1991 à plein temps, salarié. Si j'y suis encore, c'est pas parce que je m'ennuyais ailleurs, que j'avais pas trouvé mieux, c'est parce que ça marche. Que de faire, que de s'engager, que de structurer l'action humanitaire. De la structurer, c'est important, parce qu'on m'avait laissé les choses bien en bazar quand même, hein, les pères fondateurs. Non, quand ça marche bien, le problème de tout, c'est que quand ça marche bien, on prend la grosse tête. Voilà. Alors, les French Doctors, il y a forcément eu autour de cette idée magique quelque chose de l'ordre de la puissance. De la puissance. Et en fait, c'est dans l'impuissance qu'on est humain, c'est pas dans la puissance. Donc, dans l'humanitaire, c'est une merveilleuse école d'humanité parce qu'on est impuissant. Par contre, il ne faut pas être déprimé. Et il faut affûter ses outils, il faut être guerrier pacifiste, mais guerrier, quoi. Parce qu'on ne vous donne jamais rien de ce que vous n'avez pas demandé. Donc c'est un peu cette expérience très particulière que j'ai envie de pouvoir échanger un peu avec vous, parce que donc moi je suis juriste, et je pense que mon plus grand titre de gloire, c'est d'avoir réussi à être une juriste dans une organisation de médecins français pendant 30 ans. Et ils ont payé ma peau. Et alors évidemment, je suis spécialisée moi en droit de la guerre, donc ça me donne on va dire une petite bataille d'avance, mais c'est surtout le droit de la guerre, c'est un droit qui justement nous aide à ne pas affronter ou se lancer dans les combats à main nue, hein, en pensant soit qu'on est les plus forts, soit qu'on est les plus faibles. Les guerres depuis Napoléon, on sait que c'est quelque chose, ça suppose de réfléchir, de travailler, et c'est pas par la force qu'on gagne, c'est par l'intelligence. Et puis par la qualité des objectifs qu'on s'est donnés. Aujourd'hui, il y a des soldats déployés partout et ils disent tous, en fait, il n'y a pas de solution militaire au conflit. Oui, parce que le problème ne peut pas être résolu par la force.
Voilà. Donc dans un monde de puissance occidentale, c'est quand même toujours important de se réconcilier avec la faiblesse et avec sa puissance. Alors vous avez l'habitude des malades, mais vous avez aussi l'habitude du pouvoir parce que vous êtes médecin. Mais vous avez l'habitude de l'impuissant parce qu'un médecin, c'est pas tout puissant. Donc ça, c'était quelque chose pour moi qui était aussi très très fort dans l'héritage, on va dire, humain, philosophique et professionnel de Médecins sans frontières. C'est ce rapport de gens qui sont des médecins, qui se confrontent aux dangers de la vie et qui connaissent bien cette question du rapport entre puissance et impuissance. Par contre, dans l'action humanitaire et l'action humanitaire médicale, il y a un danger, c'est que déjà ce déséquilibre entre médecins et malades, il est aggravé par le déséquilibre entre nations. C'est pour ça que je suis gentille sur les French Doctors, mais c'est quand même des docteurs blancs qui vont dans des pays pas blancs pour apporter à la fois du soin, mais aussi une certaine idée de ce que devrait être la société, de ce que devrait être l'ingérence, de ce que devrait être des tas de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées et qui d'ailleurs n'ont pas spécialement prospéré. Ce qui prospère, c'est l'action médicale humanitaire. Mais c'est un combat permanent pour la redimensionner, pour l'accrocher au patient et à son humilité, parce que c'est comme ça qu'elle est puissante. Donc, en tant que juriste, moi j'ai deux obsessions, le conflit et la puissance, parce qu'un juriste, c'est quelqu'un qui passe son temps à transformer des rapports de force en rapports de droit. Enfin, je ne suis pas du tout une obsédée textuelle, mais je suis, surtout comme je ne suis pas très costaud, je préfère les rapports de droit aux rapports de force. Et ce qui est passionnant dans le droit de la guerre, c'est ce travail de, pas d'apprivoisement, mais de domptage de la force, qui d'ailleurs a été inventé, contrairement aux droits de l'homme, par les militaires eux-mêmes. Ils savent bien que la force non contrôlée se retourne contre elle-même. Donc ça, c'est des choses qui sont des vrais outils pour aborder ensuite toutes les situations de terrain, les plus pourries, les plus terribles, les plus sordides, les plus déprimantes. Mais il y a à la fois ce combat de la vie qui est porté par les médecins, qui savent que c'est un combat de la vie. Il y a le combat de la vie porté par les victimes, parce que ce que nous rencontrons sur les terrains de conflit, c'est des gens vivants, c'est des gens qui se battent, qui savent que qui savent que la vie a un prix. Des fois, nous, on se demande, mais quand on est en situation extrême, ça a ce pouvoir extraordinaire de révéler le prix de la vie. La finitude a pour fonction essentielle de révéler le prix du présent. Hein. Donc, l'action humanitaire, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est que les victimes sont elles-mêmes un témoignage inouï de ce qu'on peut faire ou pas, hein, puisque tout se révèle de manière absolument... Il n'y a plus de gris, il n'y a plus vraiment que des options. On ne peut pas être neutre dans ces situations comme au Rwanda ou d'autres. Enfin, il n'y a plus la place pour le médiocre. Le médiocre est déjà mangé, et souvent il est mangé du côté de la destruction, puisqu'on est dans des affrontements de destruction, résistance. Donc il y a vraiment cet élément extrêmement intéressant qui permet toujours de recycler les fondements du droit de la guerre, mais qui sont aussi les fondements de la vie, hein, c'est-à-dire rapport destruction-construction, rapport des tabous, c'est-à-dire des interdictions, en quoi l'interdiction est créatrice, on le sait en psychologie aussi, hein, on ne construit pas un être humain sans lui poser un interdit, c'est autour de l'interdit qu'on se construit, et le droit de la guerre, il fait ça, il pose des interdictions pour rendre sens à ce qui va de nouveau être autorisé. Sinon, effectivement, le monde est schizophrène, la puissance est schizophrène, et donc devient totalement destructrice. Donc ça, c'est le cadre qu'offre le droit de la guerre, plus tout, effectivement, comme moi je suis passionnée par le droit, donc toute l'histoire du droit, la philosophie du droit, qui est la manière dont les êtres humains organisent le rapport collectif, hein, parce que le droit, c'est comment on organise un rapport collectif, dans une forme d'harmonie qui donc permet d'équilibrer la force. Et puis, il y a ce rapport qui, lui, alors sur un plan beaucoup plus intime, est le rapport de la bataille contre la mort, mais la bataille concrète, physique, des équipes médicales face aux populations, aux personnes qui sont en difficulté. Et j'ai toujours trouvé que les deux niveaux, pour moi, se nourrissaient d'une manière absolument inouïe, parce que moi, quand j'ai rejoint Médecins sans frontières, Ronnie était là et j'ai commencé comme conseillère, donc je n'étais pas encore à plein temps, mais c'était autour, justement, c'était l'apogée de la puissance de Médecins sans frontières au niveau de l'Occident, et c'était autour du grand débat sur le droit d'ingérence, qui allait permettre finalement de donner
sa pleine dimension et sa pleine efficacité à l'action de ces merveilleux médecins courageux, etc., en leur donnant le soutien de la force, de l'État, de tout ça. Et moi, j'ai dit à Ronnie, j'étais gamine, mais bon, je suis pas inconsciente, c'est pas très grave. Et je lui ai dit, vous vous trompez complètement. D'abord, vous êtes totalement prétentieux, vous êtes les champions de l'humanitaire en France et dans le monde, et vous ne savez même pas qu'il existe un droit humanitaire, c'est un peu prétentieux. Et deuxièmement, vous allez ouvrir aux États l'espace qui est un espace humain. Or, l'État, en plus, c'était quand même des gens qui avaient une formation politique, l'État, on l'aime pas, mais c'est pas une personne morale, c'est un être froid. Donc l'État n'aura jamais d'intention humanitaire, parce que l'humanitaire, c'est une affaire d'être humain. Donc ça a permis à Médecins sans frontières, à ce moment-là, de se dire, non, je ne serai pas ministre, de choisir ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire des champions d'un humanitaire civil, privé, indépendant, et de ne plus être des French Doctors. Médecins sans frontières est un mouvement mondial énorme, dans lequel les Français sont très minoritaires. Par contre, l'esprit vit toujours, il n'y a pas de souci. Il vit, plus c'est gros, plus l'esprit a du mal à vivre, mais il vit toujours. Et ce n'est pas que le génie français qui le porte, c'est vraiment nourri aussi par cette richesse justement de la relation des médecins avec les patients, qui est un moment d'intimité humaine unique. Alors, ce que je voudrais dire un peu en préambule, c'est 2 mots quand même sur le rapport du droit humanitaire à la médecine humanitaire. Parce que là, franchement, quand je suis arrivée à MSF, quand je leur ai expliqué la politique, l'ingérence, les États, ça y est, tout le monde suivait. Quand j'ai parlé du droit, on m'a expliqué vraiment que le droit humanitaire, de toute façon, c'était la mort. MSF était né exprès parce que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui respectait le droit, n'avait rien fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, cette espèce de baratin idéologico-propagandiste. Alors, c'est nécessaire, quand on veut se créer, d'expliquer qu'en fait, on est là parce que les autres ont failli. Mais c'est pas vrai. Toute nouvelle vie a besoin de tuer les parents. Mais ça peut se faire au niveau symbolique, puis quand on est grand, on est quand même censé aussi récupérer l'héritage, celui qui tient debout. Donc première chose que j'ai, alors vraiment, et puis en plus le droit était l'opposé de la politique, donc à MSF, on veut bien faire de la politique, mais alors pas du droit, et alors surtout pas du droit humanitaire. Bon, je suis toujours là, et ça a quand même marché. Et j'explique pourquoi. D'abord parce que les préventions contre le droit humanitaire étaient complètement irrationnelles. Quand on dit que le droit humanitaire n'a pas empêché l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression presque d'être insultante en rappelant aux gens que les conventions de Genève ont été signées en 1949. On peut être brillant, mais l'anachronisme juridique n'est pas autorisé. C'est justement parce qu'il n'existait pas de texte avant 1949, depuis le début de la guerre, qui protégeait les civils, que le CICR n'avait aucun texte ni aucun mandat pour protéger des civils. Donc il pouvait visiter les prisonniers de guerre, et ça s'est pas mal passé, mais il ne pouvait pas visiter les civils. Et il n'existait aucune règle dans le monde qui permette de limiter l'emploi de la force pour la protection des civils. En 1938, le CICR avait proposé aux États l'adoption d'une convention sur la protection des civils en temps de guerre. Elle avait été refusée par les États qui avaient bien expliqué qu'il n'y avait pas besoin, puisque c'est exactement le rôle des armées nationales que de protéger la population. Donc je trouve que c'est quand même important de rendre justice à la vérité. À la vérité, parce que c'est pareil, j'assume peut-être d'être une intellectuelle, mais par contre, j'ai une passion pour le réel. Je refuse d'utiliser mon intelligence sur des données qui ne sont pas justes. J'ai une formation scientifique et je pense que la valeur ajoutée de la réflexion, c'est de travailler sur un matériau qui est correct. Alors quand on réfléchit sur des conneries ou sur des mensonges, on n'avance pas beaucoup. Par contre, on va dans la direction dans laquelle on veut nous pousser. Mais voilà. Donc ça, c'était le premier point, l'anachronisme juridique, c'est quand même un peu facile. Et l'autre point, c'était le silence, parce que ça fait partie vraiment de la geste MSF, que j'assume et que je porte, c'est que, en fait, tous les massacres qui avaient eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était lié au fait que le CICR avait, à cause du droit, l'obligation de se taire.
Là aussi, c'est un mensonge. C'est un mensonge. D'abord, premier point, si on pense, tout l'ordre juridique de la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale s'est bâti sur ce postulat, cet acte de foi que plus jamais ça, et que c'est arrivé parce qu'on ne savait pas. Alors, puisqu'on ne savait pas, on n'est pas coupable. Hein. Je suis un peu magistrat, je sais ce que ça veut dire, de ne pas savoir. Hein. Donc, c'était une façon de se disculper collectivement. Donc, nous redevenions innocents, c'est parce qu'on ne savait pas. Mais si on avait su, bien sûr, ça ne serait pas passé. Alors là, donner ce pouvoir de se disculper, après tout, moi, je n'ai pas de problème pour pardonner aux gens, mais c'est pas obligé, on n'est pas obligé de mentir. Mais après, faire croire qu'il suffit de faire savoir pour que tout s'arrête, ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que malheureusement, le fait de savoir n'empêche pas. Il y a des phénomènes de déni, il y a des phénomènes de... on reprocesse, aujourd'hui on a les fake news, donc tout le monde sait, mais tout le monde sait ce qu'il a envie de croire, ce qu'il a envie de savoir. Donc la confrontation avec ce qu'on n'a pas envie de savoir, c'est ça qui est, je crois, notre obligation première pour arriver ensuite à se positionner. Donc ça, c'était un autre point que je trouvais très problématique, et c'est vrai que, par contre, moi, j'étais absolument fascinée par le positionnement d'MSF, parce qu'il y avait ce rapport à la parole, et je pense, par contre, que la parole, bien sûr, est un élément fondamental. Quand on se tait, on ne peut pas penser dans sa tête si on ne parle pas. Donc, dès l'instant où on s'interdit de parler, on s'interdit de penser. Voilà. Donc ça, c'est un truc de base, et je pense qu'MSF était habité de cet esprit, de cette liberté de parole, qui, en fait, c'est pas la liberté de parole, car c'est la liberté de penser que ça met en mouvement. Et là aussi, le deuxième, on va dire, un peu mensonge constitutif d'MSF, c'était par rapport à la guerre du Biafra, le fait de dire, bah oui, mais on était en 49, donc le Biafra, c'est dans les années 60. Bon, ben là, pareil, le CICR a été impuissant, le droit a empêché de parler. Là, c'est un petit peu faux. Je rappelle l'autre chose qui est importante, parce qu'on est tous aussi des citoyens face à des conflits, c'est que les conventions de Genève signées en 1949, donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un texte international qui limite le recours à la force et qui organise la protection internationale des civils dans les périodes de conflit. Et la protection, ça veut dire, 1, ils ne peuvent pas être pris pour cible, 2, ils ont droit au secours. C'est la première fois qu'on organise le droit au secours humanitaire et médical pour les civils. Ça vaut quand même le déplacement, et il ne faut peut-être pas le jeter comme ça. Surtout quand on sait le nombre de morts que ça a coûté pour arriver à ce niveau de sagesse. Mais ces conventions de Genève, elles ne s'appliquaient qu'aux conflits internationaux. Et derrière la Seconde Guerre mondiale, on rentre dans la guerre froide, et ensuite tous les autres conflits sont des conflits, des guerres d'indépendance et des guerres de décolonisation. Par définition, ce ne sont pas des conflits internationaux. Et donc la guerre du Biafra, c'est un des exemples, parce qu'il n'y a pas eu que la guerre du Biafra, mais toutes les guerres qui se déroulent après, pendant la guerre froide, sont des conflits à caractère non international, où là, encore une fois, eh ben, il n'y a pas de droit applicable, il n'y a pas de droit humanitaire. Il n'a pas été fait, d'abord parce que certains pensaient que plus jamais ça, l'ONU allait protéger, donc c'était vraiment pas la peine de jouer les losers et d'aller se mettre à perdre du temps à rédiger des textes de conventions humanitaires, etc. Deuxièmement, parce qu'effectivement, les États continuent à penser qu'ils étaient parfaitement capables de défendre leur population, et que s'il y avait des conflits non internationaux, alors on n'allait pas affaiblir l'État face aux partis non étatiques. L'État passait avant les gens. Et c'est un peu toujours pareil, mais il vaut mieux se le dire aussi. Parce que quand il y a conflit entre l'État et les populations, ben c'est l'État qui passe avant. Ça, c'est ce que dit le droit. Le droit, ça permet de décoder les rapports de force, je l'ai dit. Ben c'est ça qui est écrit. Alors après, il faut se demander, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'après le Biafra, et je rappelle que pendant le Biafra de nouveau, le CICR se retrouve en train d'agir sans convention humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de droit derrière lui, et il fait des opérations dans lesquelles il viole la souveraineté de l'État fédéral. Il fait du cross-border sans autorisation. Donc il fait ce que fera MSF. Donc dire que... voilà. Et on ne peut pas dire tout à fait que la guerre du Biafra était une guerre qui s'était faite dans le silence. Parce que la dénonciation, enfin, c'était vraiment l'invention de la médiatisation, c'est vraiment MSF. Donc penser que cette guerre était là parce que le droit humanitaire était inutile, parce que le CICR était silencieux, et parce qu'on ne savait pas, le Biafra, c'est la démonstration de l'erreur sur les trois. Donc là, encore une fois, la pensée scientifique et la pensée médicale supposent que dès qu'on a un bon diagnostic, on a beaucoup plus de chances d'arriver à une solution.
Donc le diagnostic, c'est que c'est pas le droit qui a un problème, c'est pas le CICR qui a un problème, et c'est pas le fait de savoir qui va tout résoudre. Ce qui est subversif dans l'action humanitaire, c'est l'action. Et puis la parole pour arriver à se confronter à l'autre, à rentrer en relation avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément des tas de choses à se dire. Mais avant de leur vomir dessus ou de faire des grands titres dans les journaux, il faut bien être en contact avec eux. Et c'est ça la puissance et l'énergie qu'on trouve dans l'action humanitaire, c'est que quand on est au contact, à la fois des victimes et puis de ceux qui ont le pouvoir, on est obligé, pas de rentrer dedans, mais de parler, de discuter, de négocier le plus grave. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment tu veux ou vous voulez priver de soins? Et si vous ne voulez pas priver de soins, alors laissez-nous faire. Et donc, en fait, on est toujours en train de challenger l'intention. Est-ce que vous voulez l'acte ou est-ce que vous voulez les conséquences de l'acte? Et si vous ne voulez pas les conséquences, laissez-nous faire. Autorisez-nous. Ce qui est important en termes de droit, c'est qu'après le Biafra, il se passe de nouveau quelque chose d'important, c'est qu'en 77, et ça a pris presque 10 ans de négociation, donc ça commence en 67 et ça se termine en 77, il y a 2 protocoles additionnels des conventions de Genève qui sont adoptés, 77, et qui couvrent, alors là pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le 2e protocole, il couvre les conflits armés non internationaux, et il organise le droit à la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux. Et là, on dispose de nouveau, parce que tout a été mis ensemble, de 2 piliers, donc 2 pieds, on peut marcher sur les 2 pieds. Le premier, c'est la réglementation de la conduite des hostilités, qui disent qu'on n'a pas le droit de prendre les civils pour cible intentionnellement, et je ne rentre pas dans le détail. Alors, il reste le non intentionnel, il reste les erreurs. C'est là qu'on met le fait que s'il y a un avantage militaire, s'il y a un objectif militaire, alors il peut y avoir des dommages civils, mais ils doivent être en proportion d'un avantage militaire concret qu'on a évalué, donc on réveille la conscience et le jugement de ceux qui emploient la force, et puis en dehors de la conduite de la hostilité, donc ces principes que vous entendez tout le temps, distinction, précaution, proportionnalité, tout ça c'est 1977. Donc c'est récent dans l'histoire du monde, et vous voyez à quel point on est tous emparés. Alors certains y croient, d'autres y croient pas, l'enjeu n'est pas un problème de croyance, la croyance c'est autre chose, et moi je suis très croyante, mais pas dans le droit. Parce que le droit, c'est un outil, donc il faut s'en servir, sinon ça ne sert à rien. Mais l'autre pilier, c'est celui des secours. Tous ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités ne peuvent pas être pris pour cible directe et ont le droit d'être secourus. Et on revient, alors c'est vrai au fondement et au génie d'MSF, le premier des droits qui a été acquis en 1864, c'est les malades et les blessés doivent être soignés. Il n'y a aucun argument acceptable contre ça. Donc, ou bien ils sont soignés par les parties au conflit, ou bien ils ne peuvent pas empêcher des médecins privés de le faire. Et c'était très important parce que ça, c'était 1864, après Solferino, le fameux Henri Dunant, c'est l'invention de l'initiative humanitaire civile. Il arrive, le banquier, là, il passe près du champ de bataille, la bataille est finie, donc les armées sont fatiguées, elles sont parties. Les malades et les blessés et les morts sont restés sur le champ de bataille, parce que franchement, les autres, ils n'avaient plus la force d'aller ramasser ça. Et lui se dit, bon, bah, est-ce que les gens veulent qu'ils meurent? Ou si personne n'a désiré ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut s'y mettre? Parce que c'est pas une action philanthropique comme ça, philosophique, c'est très concret. Ils sont là. Vous voulez qu'ils continuent à se faire bouffer par des corbeaux à moitié vivants dans d'atroces souffrances, c'est bien ça que vous voulez. Si oui, ben vous êtes des monstres, mais on n'y peut rien. Mais si c'est pas ça que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut faire. Et donc toute l'histoire du droit humanitaire, mais toute l'histoire de l'action humanitaire civile, elle est lancée autour du secours des blessés et des malades, sur la base d'une initiative civile, ce qu'on appellera le droit d'initiative, et en allant tester, c'est-à-dire en allant au contact des autres, en leur disant, bon, on fait quoi? Est-ce qu'on est tous d'accord? Le statu quo, ça vous va? Et si ça ne va pas, on s'y prend comment? Et donc, cette espèce d'alliance, justement, de pragmatique humaniste, avec la force dans son déploiement, la force souveraine, hein, puisque ça s'appelle des activités régaliennes, mais dans ces activités assez sordides. Hein. Encore une fois, l'État, il veut des objectifs, mais il ne veut pas toutes les conséquences. Et qui s'occupe de ça?
Sinon, on peut être dans des grandes condamnations générales, le bien, le mal, les bons États et puis les États de l'acte du mal. Mais en fait, aucun État n'a le pouvoir de tout. Hein. Et l'espace humain doit être habité par les humains. Donc c'est ce qui se passe avec Henri Dunant, qui redonne le statut d'être humain. Et d'abord, ce qui est très intéressant, il commence par les morts. Et moi, je dis toujours dans l'humanitaire, la dignité humaine, c'est d'abord respecter les morts. Alors que souvent, les humanitaires, comme ils sont très efficaces, ils disent « Oh, mais là, de toute façon, on peut rien... » Non, les morts, c'est à ça que vous êtes jugés, la manière dont vous traitez les morts. Et c'est aussi comme ça qu'on date, certains historiens datent justement l'émergence de l'être humain, c'est enterrer ses morts. Avec le sourire, il n'y a que les humains, c'est pas vrai, il y a des animaux qui sourient, mais enterrer les morts, ça, il faut être humain. Et ce rapport, j'y reviens, entre la mort et la vie, cette espèce de dynamique permanente entre les deux, on ne peut pas s'occuper des vivants si on ne fait rien pour les morts. Et franchement, le mort, on peut vraiment dire qu'il est hors de combat. Hein. Donc le mort, il dérange vraiment plus personne. Il risque pas de changer le cours de la guerre. Hein. Alors que pour Henri Dunant, la question des blessés, il y a un vrai problème, parce que dès qu'on les aura remis sur pied, comme ils ont les uniformes bariolés, on savait très bien à quel camp ils appartenaient, il se passe quoi? Donc il avait fallu penser, bon, quand ils sont guéris, on les garde comme prisonniers dans des états neutres pour éviter qu'ils retournent au champ de bataille. Mais les morts, c'était pas le problème. Mais c'est vraiment cette espèce d'approche, je ne vais pas dire le mot holistique, mais qui ne sépare pas la mort de la vie et qui prend l'intégralité pour en faire une aventure humaine. Alors, c'était vraiment important pour moi d'être capable d'expliquer à MSF, parce que si on fait l'histoire des conflits, je veux dire, avant un conflit, il n'y a pas le droit. Et je disais à une époque, le droit est toujours en retard d'une guerre, ce qui est normal. Mais par contre, la guerre suivante, si on s'est débarrassé du droit qu'on a acquis au prix des morts de la guerre d'avant, c'est un peu dommage. Hein, l'enjeu n'est pas d'être historien ou d'apprendre des leçons, mais au moins récupérer le patrimoine juridique. Avec tout ce qui nous apprend, parce que comme je n'ai pas l'esprit très pervers, moi quand je lis une règle, je sais que chaque fois qu'il y a une règle, ça veut dire qu'il y a deux intérêts contradictoires qui sont de part et d'autre. Et la règle, elle a été mise au... Alors, on peut la bouger à droite, à gauche, en fonction du point d'équilibre, mais chaque fois qu'on trouve une règle de droit, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y a un arbitrage à faire entre des choses qui vont être contradictoires. Et se positionner politiquement, humainement, socialement, familialement, c'est de savoir à quel endroit se fait l'arbitrage. Parce que du droit, il y en a toujours trop, et il est toujours contradictoire. Nous devons choisir. Donc, je trouvais vraiment important qu'MSF ne se débarrasse pas d'un outil fondamental pour cadrer, comprendre, entrer dans ces situations absolument terribles, et on ne pouvait pas y rentrer juste avec le côté « nous, on est le camp du bien, l'Occident, la liberté, les droits de l'homme ». Bon, en gros, nous, on est les bons, et puis tous les autres, c'est soit des barbares, soit des méchants. On va pas très loin. C'est très, quand même, colonialiste. Et je ne porte pas de jugement sur la colonisation, mais ça n'a pas produit des trésors d'humanité partout. Hein. Donc, je pensais que c'était vraiment important que MSF approfondisse son génie, qui était l'action médicale en situation de conflit, mais c'est l'origine de l'action et du droit humanitaire. L'initiative privée civile, c'est l'origine. Et ce que je disais toujours, à Rony et aux autres, mais le droit n'empêche rien. Le droit ne fait que donner du droit. Il ne donne aucune obligation, puisque c'est un droit d'initiative qui est donné aux organisations privées. Donc, on est tenu à rien d'autre que de prendre l'initiative. Mais par contre, le droit dit que cette initiative ne sera pas considérée comme une ingérence. Donc les belligérants, les partis, reconnaissent que non seulement c'est pas une ingérence qu'on vient de dire « ouais, ben on a peut-être une idée, est-ce qu'on peut... » Voilà, non. On n'est pas... Par contre, si on dit ben, « nous, on est en fait soutenu par le Quai d'Orsay et on pense que ce serait bien que... » Ah, là, c'est un peu différent. Mais l'initiative humanitaire privée n'est pas une ingérence. Et ça, c'est les États qui l'ont écrit. Ce serait quand même dommage de revenir en arrière pour peut-être se donner plus de gloire en disant « nous, on viole le droit ». Non, on ne le viole pas en plus. Bon, donc, mettons la gloire là où elle est vraiment. Ça, c'était vraiment un point important, que le droit ne nous empêchait pas, au contraire, il cadrait notre action, et puis il nous permettait de déterminer nos responsabilités. Parce que c'est intéressant aussi, mais jusqu'où on définit nos responsabilités? Et moi, en tant que juriste, je veux dire, c'est toujours un truc très simple, c'est que on n'a pas que des droits non plus. À partir du moment où on intervient, on devient nous aussi une partie du problème.
Et notre responsabilité, c'est de définir notre champ, on est aidé par ça, mais ce qui permet ensuite d'arriver à travailler sur les jointures avec la responsabilité des autres. Parce que nous, on ne peut pas dire il faut que les autres prennent leurs responsabilités si on n'a pas défini quelles étaient les nôtres et à quel endroit commencer les leurs. Donc c'est une relation extrêmement dynamique, toujours le droit, pas pour un jugement moral. C'est que en fait, dès l'instant où nous-mêmes on a défini notre territoire, on peut justement mettre en mouvement d'autres types de responsabilités. Donc ça, c'était vraiment un point très important. Et puis sur la question, pareil, des prises de position, bien sûr que le droit n'interdit pas les prises de position. Et dès 91 d'ailleurs, en 92, quand un des délégués du CICR a été assassiné en Bosnie, le CICR a revu, le Comité international de la Croix-Rouge a revu sa doctrine sur la neutralité et la confidentialité pour dire dénoncer des violations du droit humanitaire n'est pas une rupture de la neutralité. C'est ce qu'on faisait. Alors si on préfère se dire qu'on est en train de violer la neutralité pour des raisons identitaires, bon, pourquoi pas, mais je trouve que c'est peut-être important de se dire aussi qu'on fait quelque chose de normal. On peut être des héros ordinaires, comme il y a des bourreaux ordinaires. Et être des héros ordinaires, ça permet aussi de se dégager d'un certain nombre d'éléments d'orgueil, d'images, pour libérer aussi de l'espace cerveau et de l'espace organisation pour se mettre à l'écoute des défis qui sont autour de nous. Parce qu'on n'est pas les meilleurs, et c'est quand même très difficile. 91, on a eu la guerre en ex-Yougoslavie, purification ethnique sur le territoire européen, c'était quand même quelque chose de lourd. 94, le génocide au Rwanda, on est bien obligé de se dire que nous aussi, on est là pour inventer une façon de travailler et d'inventer quelque chose de nouveau dans le monde nouveau, où des choses sont nouvelles et des tas d'autres choses sont anciennes. Donc ça, c'était vraiment, je trouvais important le mot professionnel ne plaît pas toujours, mais qu'on s'oblige à être professionnel, c'est-à-dire à se regarder d'abord nous-mêmes, à se définir comme responsable de quelque chose et à ne pas évacuer tout ce qui nous donne des responsabilités. En disant, on disait, c'est toujours un débat dans la MSF, on n'a pas de mandat, on ne respecte pas la neutralité. Oui, on était menacé par des phénomènes de toute puissance, qui évidemment peuvent encore être aggravés par le phénomène de toute puissance médicale. Il a fallu se battre ensuite en interne dans MSF, aussi pour des questions le patient est au centre, parce que la médecine d'urgence, elle va vite, le triage, il va vite, on ne parle pas forcément la même langue, et on est toujours persuadé que, voilà quoi, c'est forcément dans le bien des autres qu'on le fait. Or, l'irruption de la notion de consentement à MSF dans la pratique médicale, ça a été un travail long, mais extrêmement structurant, extrêmement positif. Parce que le consentement, c'est le droit des gens de refuser une amputation. Et ça, franchement, ça a été une bataille. Hein. Et les gens ne comprennent pas, parce qu'ils sont venus pour sauver, quoi, pas pour écouter. Hein. Et puis, ils n'ont pas le temps, alors qu'une amputation, c'est pas une urgence vitale. Hein. Alors, voilà. Pas rentrer dans le tas de détails, mais il y a des trucs dont, mais bon, de toute façon, puisque on l'avait endormi pour le pansement, on a ouvert le pansement, on a vu, bon, on s'est dit, de toute façon, c'est pas la peine de l'endormir une deuxième fois, on y va. Et puis il se réveille sans jambes, c'est quand même, c'est choquant, quoi. C'est choquant. On le ferait pas ailleurs. Et je trouvais toujours très important qu'on se dise, ce qu'on emmène avec nous, on est dans des situations anormales, mais notre valeur ajoutée, c'est de rester normaux. C'est pas de devenir aussi fou que les autres. Et ça, c'est un effort, et le cadre professionnel permet de tenir ces éléments-là. Mais il faut aussi, là, se dire que l'intention ne suffit pas. On le sait, partout dans la vie, on sait que l'intention ne suffit pas. Avec nos intentions, dans nos vies privées, on fait des tas de conneries, avec des bonnes intentions. Pourquoi, à d'autres échelles, dans des contextes qui ne sont pas les nôtres et des contextes totalement déstructurés, les intentions suffiraient? Donc, on a quand même l'obligation d'aller au-delà des intentions. Et de se dire qu'on n'est pas allé dans ces situations pour aggraver la normalité ou être grisé par la disparition de tout repère, parce que ça aussi, ça peut être grisant, mais qu'on est allé là pour aller à la rencontre d'une situation compliquée, de gens qui ne sont pas que des victimes, qui sont et trouver avec, inventer avec des choses utiles. Encore une fois, c'est vrai que la médecine, c'est le vecteur
parfait, parce qu'on est censé écouter, toucher et répondre. Voilà. Mais aussi faire des choix compliqués, refuser des soins, discriminer, puis pas avoir les moyens, et puis voilà. Donc ça, c'est vrai aussi que pour le coup, en 99, quand on a lancé, quand on a eu le Nobel, on avait peur que ça nous donne la grosse tête, et ça c'est très bien d'avoir toujours peur, parce que c'est quelque chose qui guette tout le temps. Même si, dans mon cas, enfin pour moi, le travail que je fais, franchement, la grosse tête, ça ne peut pas m'arriver parce que c'est l'échec permanent tous les jours. Alors vraiment, je dis, ce qui est magique dans l'humanitaire, de toute façon, c'est qu'on échoue tout le temps. Hein. Donc être orgueilleux, c'est quand même difficile. Hein. Parce que pratiquement tous les jours, on prend des baffes. Vraiment, tous les jours, on arrive à faire des petites choses, mais absolument pas à réussir. On arrive juste à éviter que ça soit pire. Donc, voilà. Ça, en principe, ça doit un peu lester. D'abord, on est très fatigué, et puis voilà, on est un peu lesté au tien de tout ça. Mais quand même, quand on a eu le Nobel, il y avait cette question de, on allait s'institutionnaliser, devenir des mandarins, etc. On n'avait pas le Nobel de médecine. Ça, ils étaient quand même très très fâchés, les gens, parce qu'ils pensaient quand même qu'on méritait le Nobel de médecine, et pas le Nobel de la paix. Mais il y a eu cette décision, oui, de se lancer dans la campagne d'accès sur les médicaments essentiels, parce que une des situations qu'on voit, c'est que on n'a pas de médicaments, ou que les médicaments sont à des prix qui permettent de traiter des patients qui ont une couverture santé, ou qui ont un service de santé étatique qui va absorber le choc, mais que les médicaments n'étaient soit pas du tout disponibles, soit même interdits à la vente parce qu'on n'avait pas le droit de casser les prix, et donc qu'on voyait, c'était flagrant pour l'épidémie de sida, que dans certains pays on soignait, dans d'autres on laissait mourir. Et pour moi, je pense qu'il y a eu, mais toi tu étais là, hein, encore, il y a vraiment eu des moments comme ça un peu clés sur la question des médicaments. Est-ce que ça suffit de se dire qu'on y est allé, qu'on fait la médecine qu'on peut et que c'est déjà bien, ou est-ce qu'on n'est pas en train aussi de revenir à un élément très fondateur aussi, c'est celui de l'éthique médicale. Et dans le droit humanitaire, l'éthique médicale est rangée au rang de normes internationales. Mais donc ça veut bien dire que le médecin a la responsabilité personnelle de toujours mettre en cause les règles telles qu'elles existent. Et en droit, le médecin a plein de droits dérogatoires par rapport aux autres. Sur le secret, sur la non-dénonciation, sur agir dans l'intérêt du patient. Donc, est-ce que, pour le coup, il ne s'agit pas de parler au nom des victimes, mais comme c'est une fonction normale du médecin de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur du patient et de l'accompagner là-dessus, on pouvait l'appliquer à des sphères un peu plus larges, et l'éthique médicale, donc c'est vraiment une structure de pensée qui nous a permis de rentrer dans cette campagne d'accès pour les médicaments essentiels, qui, de nouveau, s'est basée sur le droit, la contestation des brevets, des coûts des médicaments, et à travers des procès, des actions de contestation de la légitimité d'un ordre établi, de faire advenir d'autres normes. Mais on n'a pas juste violé la loi et puis ça suffit. On a cherché à faire advenir un autre ordre, une autre légitimité. Parce que le côté juste je franchis illégalement des frontières, c'est un acte d'insoumission, mais qui a pour but de rendre légitime le passage des frontières. Alors, je dis, de toute façon, dans le droit, c'est pas illégitime de le faire. Donc ça a été vraiment aussi un moment important de redéfinition de l'éthos de l'organisation à partir de son génie médical. Ça, c'est vraiment un point toujours fondamental. On se perd moins quand on fait de la médecine que quand on veut faire de l'humanitaire. C'est quand même un fil rouge qui permet de guider les décisions individuelles et collectives, avec les débats de santé publique versus traitement individuel. Aujourd'hui, on est sur, par exemple, des débats énormes sur Ebola, on le sait, etc. Mais sur la résistance aux antibiotiques, c'est une chose à laquelle on est confronté partout, parce que c'est d'abord le résultat, comme on avait eu la résistance, les tuberculoses multirésistantes, qui était le résultat d'un effondrement des systèmes de santé. La résistance aux antibiotiques, c'est le résultat de systèmes de santé totalement marchandisés, dans lequel les patients riches commandent ce qu'ils veulent et les autres n'ont rien. Et puis si on rajoute la guerre là-dessus, j'ai commencé un traitement, j'arrête, etc.
Donc ce sont des sujets pour lesquels le raisonnement, je veux dire, voilà, le cadre intellectuel et juridique de l'éthique médicale, santé publique et les dilemmes, parce que toujours est en dilemme et en tension, prise en charge individuelle, ont permis à MSF de continuer à avancer et de continuer à se positionner comme un vrai acteur médical et pas seulement comme un trublion humanitaire. Donc ça, ce sont vraiment des éléments importants qui ont permis aussi, voilà, de descendre dans la qualité de cette prise en charge et du contact avec les patients. Il y a un point, alors pour en parler beaucoup, on a beaucoup, évidemment, nous, dans les conflits, été confrontés à la question des victimes de violence et de la prise en charge médicale des victimes de violence, ce qui est c'est quelque chose que tous les soignants auxquels ils sont tous confrontés par rapport à la maltraitance, parce que dans des pays comme les nôtres, c'est plutôt la violence volontaire, mais au sens familial ou autre. Dans les conflits et dans les situations de déplacement de population, on est face à l'absence totale de régulation de la violence par des sociétés qui ont explosé et des épidémies de violence volontaire sous des formes très très diverses qui se manifestent notamment à travers les viols. Et les viols, ce n'est pas forcément des viols de masse, c'est des viols, des viols en masse. C'est assez différent. Donc, tout le monde s'autorise tout. Ce n'est pas un ordre qui vient d'en haut et qui dit violez-les tous, mais c'est devenu la norme. Ne vous gênez plus. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est évidemment un dilemme éthique et médical énorme, parce que quand on est face à des victimes de violence, le soin ne suffit pas. Et alors faire quoi ? Dénoncer qui à quoi. Important là aussi d'écouter les victimes. J'ai commencé à avoir conscience de ce problème-là à un moment où MSF n'avait pas encore tout à fait conscience. C'est en 93 et on m'avait envoyé dans un camp de réfugiés somaliens au Kenya et on m'avait dit on a enlevé toutes les filles, on aimerait bien que tu y ailles. Je me suis dit on va dû voir que j'étais une fille, mais c'est pas grave. En plus, bon, moi je suis juriste, donc je sauve pas des vies. Je suis montée dans l'avion et quand je suis arrivée, effectivement, ils avaient évacué tout le monde. Il y avait eu un viol sur des expatriés. Et il ne m'avait pas fallu longtemps dans le camp pour comprendre qu'en fait, les femmes étaient systématiquement violées. Et MSF, qui n'avait pas du tout à l'époque de programme spécifique pour les femmes, pour la santé des mères, des enfants, parce que ce n'est pas des urgences vitales, on faisait de la chirurgie de guerre, on faisait d'autres choses, passait complètement à côté d'une violence de masse sur les plus vulnérables. Et cette épidémie avait tellement proliféré autour de nous qu'elle avait fini par nous emporter aussi. Et là, on s'est mis, franchement, on a été obligé d'ouvrir les yeux et de se dire, mais en fait, c'est pas normal. Et on a arrêté de se dire, oui, mais on ne sait pas parce que les femmes n'osent pas le dire. Parce que franchement, moi, une demi-heure après, tout le monde en avait parlé. Hein. Et le discours habituel de dire, oui, mais les victimes ont tellement honte qu'elles refusent de dire, non, c'est que personne n'a d'oreille pour entendre. Alors j'ai cru que j'avais écrit un livre, c'est Maudit soit les yeux fermés, mais alors je pourrais en faire un autre sur les oreilles. Hein. C'est qu'en fait, quand on n'a pas de solution, on ne veut pas entendre le problème. Et puis voilà quoi. Et là, je me souviens dans MSF, on me disait, mais de toute façon, le viol c'est pas un enjeu médical, il n'y a rien à faire. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je ne veux pas dire cyniquement qu'on a eu la chance qu'il y ait eu le sida. Et là, tout d'un coup, on a pu se dire, on a un truc médical à faire dans les 72 heures. Et comme on avait une solution, on a ouvert les oreilles et ça a été l'affluence. Des milliers et des milliers en RPC. Des milliers et des milliers. La seule condition, c'est de leur garantir la confidentialité. Rembourser le mototaxi. Alors après, les gens me disaient, ouais, mais c'est quand même bizarre parce que quand on faisait une courbe épidémique, c'est le jour de marché. Il y a deux explications, ou bien ce sont effectivement les gens du marché qui profitent, ou bien c'est les dames qui vont au marché ou au retour du marché parce qu'elles ont... Mais non, c'est plutôt en y allant, parce qu'au retour il y a l'argent. Et puis en fait, on se rendait compte aussi qu'elles venaient le jour du marché à l'hôpital parce que ça leur permettait de quitter leur village sans que tout le monde le remarque. Donc quand on fait des hypothèses, il faut toutes les faire et on est toujours surpris. C'est celle qu'on n'avait pas fait qui est la bonne. Et je sais si on avait fait des hypothèses, on avait essayé d'être intelligent. Mais donc, dès l'instant où on garantit la confidentialité,
C'est-à-dire qu'on ne fait pas une porte d'entrée en disant voilà les femmes violées à droite, les hommes victimes de blessures par balle à gauche. Là, c'est sûr que l'hôpital est plein. Mais il faut garantir la confidentialité. Alors là, problème, il faut notifier les blessures. Le droit national impose au médecin, quand il a connaissance d'un crime, de révéler, etc. Bon. Donc, ok. Alors, quand elles ont été violées par les soldats, on fait quoi? On court à la police, on dit voilà, madame machin a été violée par les soldats, bon, je suis obligée de, en application de l'article machin du code pénal, je viens vous informer. Donc, la question du consentement de la victime. Alors, évidemment, après, elle nier, pas des accidents, mais c'est toujours la question de qu'est-ce que la victime va oser dire en fonction des conséquences que ça va avoir. Donc, leur dire, dis-nous la vérité, parce que pour nous, c'est ça qu'au niveau médical, il faut savoir la vérité. Donc, on oublie les autres aspects, vous laissez le droit. Là, franchement, moi, j'ai pas de problème à dire aux gens, vous laissez le droit. Hein. Mais par contre, les gens, on s'empare du droit quand c'est pas forcément nécessaire, de manière incroyable. Franchement, en RDC, avant que la police mette en accusation un médecin pour ne pas avoir dénoncé une femme qui avait été violée par la police, franchement, on n'a que des alliés là-dedans. Hein. Donc, mais il y avait cette mentalité de « ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui ». En fait, c'est une mentalité pour se protéger de sa propre responsabilité. Ben ouais, je vais recevoir une femme, des fois j'ai même honte de dire femme parce que les 2 tiers ont moins de 15 ans. Hein. Donc je pense que c'est des enfants, on va dire. Mais bon, j'ai reçu une victime et je peux juste lui proposer du médical. C'est déjà pas mal, parce que elle est venue, elle est tout à fait seule, elle va avoir des soins, on a du soutien psychologique, et puis moi j'ai toujours dit aux gens, pour porter plainte, elle a 10 ans au minimum. Franchement, peut-être que dans 10 ans c'est exactement le même système de guerre, hein, encore, mais il n'y a jamais d'urgence judiciaire. La seule urgence, elle est médico-légale. Faites un certificat, faites un examen correct, faites un certificat, gardez le certificat, archivez le certificat, évitez de le perdre, informez la victime et dites-lui, on ne dira rien, quand tu veux, le jour où tu veux, on te le donne. Et c'est la politique qu'on a mis en place et qui nous permet effectivement d'avoir énormément de victimes qui nous font confiance et qui viennent. Et notre engagement, c'est de résister à toutes les pressions. Je donne un exemple, parce que c'est toujours parlant. Au Soudan, on a un chef de mission, on avait dit qu'il y avait des victimes de violence, de viol, et que c'était notamment par des forces armées. Et le chef de mission a été mis en prison par l'armée, avec une accusation évidemment d'obstruction à l'exercice de la justice, non-dénonciation de crime, obstruction à l'exercice de la justice, sur le fait que, en refusant de donner les dossiers médicaux des victimes, eh bien, il empêchait le juge d'investiguer et de punir les coupables. Alors, on avait 3 chefs d'inculpation, donc non-dénonciation de crime, obstruction à l'exercice de la justice et dénonciation calomnieuse, puisqu'on accusait l'armée sans donner les moyens de disculper l'armée. Voilà. Donc, on n'a pas donné. On a réussi à faire libérer le chef de mission, mais c'est pour dire que ça suppose juste de prendre position, parce qu'évidemment, si on avait donné les dossiers, c'était fini. Hein. Ça, c'est sûr qu'on n'aurait plus été embêté par les victimes de violences. Mais ça, ce sont des données extrêmement concrètes, voilà, sur lesquelles il faut juste avoir un positionnement professionnel, c'est-à-dire 1, l'intérêt supérieur du patient, 2, la parole du patient, 3, ne pas nuire, et puis interpréter le droit d'une façon qui soit quand même pas totalement délirante, quoi, hein, et tenir sur des interprétations qui sont celles-là. On avait obtenu dans un certain nombre de pays, le Nigeria récemment, l'année dernière, a passé une loi qui, pour la première fois, et sous pression de la pression qu'on avait faite, arrivait à dire très clairement que quand des personnes étaient victimes de violences, le soin était prioritaire, parce qu'avant, quand les gens arrivaient, nos personnels soignants à l'hôpital refusaient de les soigner à cause de la loi nigériane, qui est la même partout, c'est toutes les mêmes, hein, mais qu'ils avaient interprété parce qu'ils avaient dû prendre quelques coups de matraque bien placés. Donc on ne plaisantait pas avec la loi et il fallait dénoncer tout de suite. Donc on ne pouvait pas commencer les soins tant qu'on n'avait pas le police forme. Donc là aussi, on a dit mais c'est pas possible. D'abord c'est une urgence médicale, souvent ça se joue à quelques heures, le temps qu'on ait compris, puis les gens, franchement même avec MSF et nos systèmes,
parce qu'en fait, c'est vrai que si on n'a pas 42 fièvres et mal au ventre, on n'arrive pas à passer la porte de l'hôpital. Hein. Et c'est des victimes qui marchent debout et qui sont ni enceintes, ni donc les gardiens, mais tu viens pourquoi, etc. Donc il y a plein de filtres qu'on ne voit pas si on ne veut pas les voir. Mais cet élément, c'est si on se plaint de quoi que ce soit, il faut de toute façon le formulaire, comme quoi on est déjà allé porter plainte à la police, et sinon le médecin ne peut pas toucher. Pareil pour les blessés par balle, pour un certain nombre de choses. Donc on a en permanence, parce que c'est un point fondamental de l'accès aux soins, pour les victimes de violences, on a à MSF une interprétation fondamentale qui est le soin d'abord. On ne dénonce pas sans on ne rapporte pas, on ne lève pas le secret médical sans le consentement de la victime. Et on assume, et franchement, on y arrive. Hein. Enfin bon, on a des cas ultimes, enfin, c'est pas comme si le Soudan était un état de droit. Donc, on ne va pas se faire donner des leçons de droit par l'État soudanais. Mais il faut aussi régulièrement arriver à faire clarifier la loi et que tout ce discours sur la santé, le soin, la protection de la mission médicale soit traduit en actes très concrets et qui rappellent que le soin, ça passe avant la justice. Mais dans plein de pays, on en est là. Et ça reste un combat en permanence parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, je vais en terminer avec ça, c'est une évolution dans les années, à partir de 2013, 14, 15, on a eu une vague, vous l'avez entendu, d'attaques sur les hôpitaux. Et donc, bon, comme on sait que le droit humanitaire, ça avait commencé par la protection des hôpitaux, du personnel médical et des blessés, en disant que soigner l'ennemi, ce n'est pas une complicité, c'est pas un acte hostile, parce qu'avant, un médecin qui soignait un blessé était accusé d'acte hostile, de complicité avec l'ennemi. Et ça reste, ça a été très fort. Donc la bataille de la première convention de Genève, c'est de faire reconnaître que le soin n'est pas une complicité ni une contribution à l'effort de guerre. Donc l'espace médical a été reconstitué en dehors de la guerre. Mais ça, c'était 1864. Aujourd'hui, on a perdu cet acquis. On l'a perdu. Et toute la vague d'attaques sur les hôpitaux a montré que cet acquis avait été perdu dans la guerre contre le terrorisme et dans les conflits armés non internationaux avec des groupes terroristes, dans lesquels la Syrie étant l'exemple ultime, mais nous, c'est 47 morts quand même en Afghanistan, hein, l'hôpital de Kunduz, avec la moitié de soignants et la moitié de patients, donc c'est un peu lourd. Et puis, on a eu le Yémen, etc., sans même parler de la Syrie. Ce qui est apparu très clairement, c'est que là, on avait un empilement de l'ancien droit des conflits, droit humanitaire, et du nouveau droit antiterroriste, qui est en fait que du droit pénal. L'antiterrorisme, c'est un droit pénal spécial, et dans lequel tout soutien matériel au terrorisme, et donc tous les actes, tout le soin, fait partie du soutien matériel. Si le patient est un terroriste. Si c'est autre chose, ça va. Mais si le patient est un terroriste, le médecin est coupable de non-dénonciation, de contact, de soutien matériel, etc., etc. Et ça dans les lois de tous les pays du monde. De tous les pays du monde. Et on a aujourd'hui une vraie remise en cause de ce droit aux soins humanitaires dans les conflits, quand on a superposition avec des conflits antiterroristes. Syrie, Irak, Afghanistan, Nigeria, Mali, Cameroun, Tchad, tous. Et c'est véritablement un problème majeur. On a des gens en prison, des gens inculpés pour ces points-là. Et refus absolu, ce qui est hallucinant, c'est que donc, effectivement, donc on pense que le soin est devenu une forme de soutien matériel, alors qu'il avait été préservé, il avait été immunisé et neutralisé, puisque ce n'était plus un acte de guerre, il avait été neutralisé par la première convention de Genève. Aujourd'hui, il a été désacralisé et criminalisé par les législations antiterroristes. Il n'y a aucune exemption dans ces législations. Aucune. Et dans un très très grand silence, assez hypocrite, donc nous depuis 2016 on demande des exemptions, mais on ne les obtient pas. Le fait de les demander déjà permet de renverser la pression et la tension avec les pays en disant nous ne sommes pas des criminels, on est bien d'accord, nous ne sommes pas des criminels, vous nous dites que vous ne pouvez pas faire d'exemption mais qu'il n'y a pas d'ambiguïté, redisons-le, mais l'ambiguïté elle est totale et absolue, et c'est celle qui conduit justement
de fait, à priver de soins médicaux des groupes, des populations, des individus, comme moyen de guerre, c'est-à-dire comme moyen de les affaiblir. La guerre en Syrie, c'est une guerre antiterroriste, comme la guerre en Tchétchénie, parce que ce n'est pas les Américains qui ont inventé la guerre antiterroriste, c'est les Russes en Tchétchénie. Ce n'était pas une guerre, c'est une opération de sécurité qui avait pour but d'éradiquer des terroristes. 2 ans après, les Américains ont repris la doctrine, qui est une vieille doctrine, insurrectionnelle, dans laquelle la privation de soins est une manière d'affaiblir l'adversaire. Et c'est pas besoin de se demander si le gouvernement syrien est un monstre ou pas un monstre, c'est une pratique qui est aujourd'hui une pratique qui fait l'objet d'une réelle tolérance. Donc après l'attaque de Kunduz, dont elle est jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a obtenu en 2016 une résolution 2286 du Conseil de sécurité qui réaffirmait le caractère sacré de la mission médicale et la protection, le consensus des États sur la mission médicale, mais c'est une hypocrisie. Le fait qu'il l'ait dit, ça nous protège un peu, mais on sait juridiquement que c'est une hypocrisie et que nous n'arrivons pas à obtenir d'exemption. Voilà. Alors que dans les conventions de Genève, il est dit que nul ne sera puni pour avoir pratiqué des activités médicales conformes à la déontologie, quelles qu'en aient été les circonstances et les bénéficiaires. C'est-à-dire, je soigne un blessé de guerre, je ne notifie pas. Il y a une immunité qui est prévue par le droit de la guerre. Mais elle est aujourd'hui, on ne la retrouve jamais dans le code pénal, et évidemment, elle n'est pas inclue dans les législations antiterroristes. Donc ça fait partie des nouveaux, tu disais qu'on était des guerriers, on a des combats en permanence, donc ça nous garde vivants, mais rien n'est jamais acquis, et c'est pour ça qu'il faut toujours réutiliser l'esprit des textes anciens, parce que les gens qui l'ont eu se sont battus, et nous, si on ne se bat pas, on perd tout. Donc il faut toujours en permanence relancer des combats en regardant comment le danger, quelle est la nouvelle forme du danger. Mais c'est toujours les mêmes objectifs, affaiblir, effectivement, priver de soins, c'est stratégique. Ça, on le sait, et en tant que médecin, on le savait, c'est stratégique. Donc il y a eu un consensus après Solferino, et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on est revenu à une situation pré-Solferino pour les conflits armés et non internationaux. Donc ça, c'est quand même un vrai défi pour la communauté médicale aussi, parce que toutes les campagnes sur « n'attaquez pas les hôpitaux », c'est un peu du wishful thinking. Non, mais bien sûr, quoi. Et les États disent non, mais vraiment, on est désolé. Nous, on était stupéfaits parce qu'en fait, nos attaques, c'était tous les États. Et même des coalitions internationales. Sur la base de quoi? Du renseignement. Il y a un terroriste, tu peux frapper. C'est pas les groupes armés non étatiques qui attaquent nos hôpitaux et qui font 47 morts. C'est le renseignement. Donc, c'est des erreurs, évidemment, parce qu'on ne savait pas que c'était... Bon. Mais c'est vraiment un enjeu très important pour la communauté médicale de se rendre compte à quel point le droit d'avoir une mission médicale protégée, cadrée uniquement par l'éthique et préservée des influences politiques, évidemment militaires et autres, et sécuritaires, c'est avoir un vrai espace de soins. C'est quelque chose qui a été le fruit d'immenses combats, et toujours, la loi sur le Nigeria qu'on vient d'obtenir, etc. Mais c'est un combat permanent. Et croire que c'est acquis, c'est en train de... Le tapis se déroule dans l'autre sens. Et c'est pour ça que c'est un enjeu aussi de conscience. Ah oui, j'avais un truc à dire aussi. Parce que c'est vraiment des dilemmes qu'on a tout le temps. Dans nos patients, dans les cohortes MSF, on a beaucoup de mineurs. Et là aussi, MSF soigne. Voilà. De toute façon, ils sont tous grands. Et puis comme on ne leur demande pas forcément leur consentement, on ne se pose pas trop de questions. mais c'est un sujet absolument magique aussi, ça, de se rendre compte et d'essayer d'adapter notre travail à vraiment la présence de beaucoup de mineurs qui viennent seuls ou accompagnés par des gens qui n'ont rien à voir avec leurs parents. On dit toujours, est-ce que vous pourriez vérifier juste les liens? Bon, il faut bien avoir fait une connerie, mais moi, voilà, j'avais assisté à la prise en charge d'une mineure violée et qui était accompagnée par une maman, etc. C'était la mère du violeur, bien sûr, qui venait vérifier si elle ne mentait pas. Donc, ça fait vraiment partie quand même des responsabilités nouvelles, lourdes, pour lesquelles c'est pareil, on est obligé d'inventer, c'est-à-dire qu'on tire le normal, tout ce qui pourrait être normal, mais on est obligé de faire quelque chose qui tienne debout alors qu'on est tout seul. Parce qu'on ne peut pas compter sur beaucoup de gens. Alors c'est très stimulant, c'est très intéressant, mais
c'est vraiment un sujet très très lourd, parce que derrière, on fait quoi? On les remet où? Et évidemment, beaucoup sont victimes de maltraitance.